Amis du jour, chalutations. Pour les petits nouveaux, moi c'est Sekhmet, et je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast littéraire. Dans mon émission, je vais tenter 3 fois par semaine de vous donner envie de découvrir des livres de tout poil, récents et moins récents. Alors, si ça vous tente, c'est par ici la suite. Aujourd'hui, je vais vous présenter Les Dames de Kimoto de Hariyoshi Sawako, publié aux éditions Mercure de France, collection Folio. Dans ce roman, nous allons opérer un voyage dans le temps, dans le Japon de la fin du 19e siècle, dans les années 1897. Toyono Kimoto est née en 1822 et est aujourd'hui âgée de 76 ans. Elle est alerte et mobile pour son âge, et elle est encore une belle femme aux cheveux blancs épais. Mère de Nobutaka, son fils unique, belle-mère de Miyo, grand-mère de Masataka et de Anna. Toyono est une femme de caractère qui a pris en charge l'éducation de sa petite fille à la mort de sa belle-fille. Anna a ainsi pu fréquenter l'école de jeunes filles de Wakayama, où on lui a inculqué le code moral confucéen à l'usage des femmes. Elle a reçu une éducation rigoureuse dans l'art de la cérémonie du thé, la pratique du koto et la calligraphie. Toyono a parfait le tout en lui apprenant le savoir-vivre, l'étiquette et l'art de la conversation. Il se chuchotait dans le village que Toyono n'aimait pas les hommes de sa famille et avait, par ce fait, reporté tout l'amour en elle sur sa chère Anna. Tout le monde pensait que la matriarche avait l'ambition de faire prendre le nom de Kimoto au futur mari de la jeune fille, mais il n'en était rien. Toyomo a donné les mêmes avantages à sa petite fille que ceux de son frère dans l'unique but qu'elle ne vive pas une vie étriquée, pleine de gêne et de crainte comme Miyo sa mère l'avait fait avant elle. Elle préférerait qu'elle ait une éducation proche de celle qu'elle-même avait reçue en tant qu'unique héritière de ses parents. Quand Anna eut atteint l'âge de se marier, Toyono a rejeté toutes les propositions afin de laisser à sa précieuse protégée le temps de s'épanouir. Nobutaka, qui n'a que le titre de chef de famille, ne s'est pas opposé à sa mère concernant l'avenir marital de sa fille jusqu'à ce que celle-ci approche les 20 ans. Anna est unanimement reconnue pour sa grande beauté et reçoit régulièrement des demandes. À l'approche de cette nouvelle décennie, 2 demandes sérieuses sont arrivées simultanément. Une première provenant d'une branche cadette des Suda, la famille qui possédait autrefois Sudanosho et qui est l'une des plus riches de la région. Et la seconde est adressée par les Matani, qui résident à Musota, dans le sud. Comme Toyono refuse de voir Anna remonter le fleuve pour rejoindre sa nouvelle famille, même si son fils maire de Kudoyama y trouverait plus de bénéfices, c'est chez la famille Matani qu'elle va se marier au fils aîné Kesaku, 24 ans. Ce jeune homme plein d'avenir, qui après ses études à Tokyo est devenu adjoint puis maire de leur village à la suite de son père Tae, est un bon parti. Une fois les accords de fiançailles conclus, Toyono s'est mise à préparer le mariage parfait de sa petite fille. Rien ne devait manquer, et pour cette femme qui avait toujours semblé raisonnable et économe, rien ne semblait trop beau ni trop cher pour l'occasion. Il aura fallu attendre 2 ans pour que les futurs époux puissent enfin se dire oui. La demoiselle Kimoto et sa grand-mère profitent de ce jour de fête pour se rendre au temple Gison, aussi appelé le Koya des femmes. Le matin des noces, après des prières et un moment intime, Anna est prête à embarquer sur l'une des barques composant son convoi. Anna est sur le point de commencer une nouvelle vie sans sa grand-mère qui ne part pas avec elle. Dans le 3e et 4e bateau, son père Nobutaka, son frère Masataka, ainsi que ses cousins Kimoto et Niyu, la famille amie des Kimoto et principal intermédiaire dans cette union. Le long trajet menant au sud s'écoule plutôt rapidement et à la nuit tombée, la fastueuse procession arrive. Les festivités se déroulent sans encombre si on nommait l'agressivité verbale du jeune frère éméché du marié, tout comme la nuit de noces. Le lendemain, Anna apprend que sa grand-mère ne viendra pas et commence sa vie d'épouse avec pour seul repère sa domestique Toku. La vie est tranquille dans le sud, mais Anna ne trouve pas bien sa place. Elle peine à s'entendre avec Kozaku, le frère de son mari. Elle ne trouve pas ou peu de sujets de conversation avec sa belle-mère Yasu, et son mari est plus ou moins toujours occupé et n'a que peu de temps à lui consacrer en dehors de leur chambre. Après 1 an, Anna tombe enceinte pour la première fois. Un voyage au temple Gison et à sa grand-mère doit s'organiser. Les retrouvailles sont heureuses. Anna met au monde le 3 octobre 1900, sans difficulté majeure, le fils tant espéré par Kesaku. Prénommé 6 mois avant sa venue au monde par le futur papa enthousiaste, le nourrisson s'appelle Seiichiro. Anna s'est bien acclimatée à sa vie sudiste et s'entend bien avec ses beaux-parents. Kozaku va quitter la maison familiale malgré son statut de célibataire. Son aîné, sans obligation envers lui, va lui attribuer les terres montagneuses familiales, une rizière de taille modérée, ainsi que le droit de conserver son nom et le titre honorifique de Chokui,
que seuls dans la région peuvent porter en raison de leur lignage direct avec d'anciens samouraïs. Depuis que son neveu est né et qu'il vit seul, les tensions au sein de la maison se sont apaisées. En 1903, le 10 mai plus précisément, une petite fille vient au monde. Keisaku est déçu de cette naissance, il ne prend même pas la peine de choisir un prénom à sa fille. Anna est triste d'avoir déçu son mari et ne pense pas, elle non plus, à baptiser l'enfant. Heureusement, traditionnellement, on attend le 7e jour après la naissance pour le faire. Anna est déboussolée car cet accouchement a été plus pénible que le précédent, et elle apprend que sa grand-mère adorée vient de mourir. Arrivée juste à temps pour les rites, Anna a une révélation. Cette petite est la réincarnation de Toyono. Cette petite est une bénédiction et non une déception. Elle la nomme seule Fumio. À partir de ce moment, tout va changer. Comment Anna va-t-elle prendre son destin en main? Toyono lui a donné toutes les armes pour être une femme, une mère et une épouse accomplie. Y arrivera-t-elle enfin pleinement? Sa fille abrite-t-elle vraiment l'âme de son arrière-grand-mère? Quelle destinée l'attend? À vous de suivre ces femmes au travers du temps pour le découvrir. Une chronique familiale qui nous donne à voir de l'intérieur la vie de femmes lettrées aisées dans le Japon de la fin du 19e, début 20e. À travers les yeux, les oreilles et les sentiments de la grand-mère, la petite-fille et l'arrière-petite-fille, c'est tout un pan de l'histoire que l'on aperçoit. Et bien voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura donné des nouvelles idées de lecture. Si vous souhaitez découvrir d'autres petits moments littéraires tout droit sortis de ma bibliothèque, je vous retrouve le jeudi 13 mars prochain pour un nouvel épisode. Et si d'ici là je vous manque de trop, vous connaissez le chemin sur Instagram, @leslectures de Sekhmet. Sur ce, chalut les amis, et à la prochaine.